Donc, bonjour à tous, je m'appelle Margot Rion, je suis restauratrice de peinture et durant ma formation j'ai choisi de me spécialiser sur la restauration des tankas tibétains. Et je vous présente là du coup l'aboutissement de mes 2 dernières années de travail, 2 années de mémoire qui ont pu avoir lieu notamment grâce à l'aide de Monsieur Panier et de la galerie Le Toit du Monde. Donc j'ai choisi de travailler sur cette œuvre, sur un tanka, parce que je souhaitais me confronter à des nouvelles problématiques de restauration, ainsi qu'à la découverte d'une nouvelle culture, puisque je ne connaissais absolument pas la culture himalayenne avant cela. Donc l'œuvre sur laquelle j'ai travaillé, c'est celle-ci. Il s'agit d'une peinture tibétaine qui représente la terre pure de Guru Rinpoche. Elle n'est pas signée, l'artiste est inconnu, comme c'est courant pour les peintures tibétaines. Et le travail de recherche a permis d'estimer que l'œuvre aurait été réalisée entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle. Il s'agit d'une détrempe sur coton qui mesure 120 par 80 cm. Donc, afin d'explorer ensemble les recherches majeures que j'ai réalisées durant ce travail, je voulais vous réaliser cette présentation autour de 3 parties. Donc, dans un premier temps, je voulais vous présenter l'étude historique qui permettra de développer un petit peu l'iconographie et de découvrir de façon plus complète de quel sujet est représenté sur ce tanka. Ensuite, je voulais vous présenter les matériaux qui constituent cette peinture, ainsi que les altérations auxquelles j'ai pu être confrontée avant la restauration, et enfin le rapport de restauration, en vous présentant les différentes étapes qui ont été réalisées sur cette peinture. Enfin, je vous présenterai aussi certains projets de restauration auxquels j'ai eu la chance de participer. Pour mes études, j'ai dû réaliser des stages et certains d'entre eux m'ont emmené jusque dans l'Himalaya. Et c'est avec grand plaisir que je vous montrerai ce qu'on a fait là-bas. Donc, au début, j'ai commencé par réaliser une étude historique afin de comprendre l'œuvre à laquelle j'étais confrontée. Donc, elle nous a été transmise comme étant un tanka tibétain du XVIIIe siècle. Je n'avais aucune information supplémentaire concernant cette peinture, donc je ne savais pas quel était le sujet représenté, d'où est-ce qu'elle provenait, ni de quelle époque est-ce qu'elle datait. Donc, vous êtes sûrement des connaisseurs, mais je tenais quand même à introduire un peu ce qu'était un tanka, pour ceux qui ne le savaient pas. Donc, un tanka, le mot tanka vient de la racine tibétaine tang, qui signifie étendue, plaine ou surface. Ce terme désigne généralement une toile peinte à la détrempe entourée d'un montage textile que l'on déroule pour certains rituels bouddhistes. Donc, le caractère cultuel de cet objet le rend vraiment particulier. Les tankas sont avant tout des objets religieux et n'ont pas de visée décorative. Ce sont donc des œuvres didactiques, également utilisées comme support de méditation par certains pratiquants, et qui, de plus, sont parfois considérés comme étant des supports matériels de l'incarnation d'une divinité. De ce fait, un tanka est à lire plus qu'il n'est à regarder. Afin de favoriser la lisibilité de l'image, les peintres respectent des règles très strictes de composition et de dessin, et l'ensemble des choix artistiques sont là en fait pour servir l'iconographie et la rendre plus claire et plus lisible. Donc l'œuvre étudiée représente, comme je l'ai dit, la terre pure de Guru Rinpoche. On identifie au centre un palais. Au premier étage de ce palais, entouré d'une auréole rouge et dorée, est assis le personnage principal, c'est Guru Rinpoche. Pour ceux qui ne le savent pas, Guru Rinpoche est un personnage historique extrêmement important pour les Tibétains. Il a joué un rôle majeur dans l'introduction et l'expansion du bouddhisme au Tibet. C'est un des plus grands sages du bouddhisme tantrique et il est considéré comme un second Bouddha et exalte encore de nos jours la foi tibétaine. Donc, comme vous le voyez sur cette peinture, donc, selon la légende, lorsque Guru Rinpoche quitta le Tibet après y avoir fait diffuser le bouddhisme, il se rendit sur une terre peuplée d'êtres
anthropophage, avec pour objectif principal d'assujettir ces créatures afin d'éviter qu'elles ne se ruent sur le monde des hommes. Il s'établit alors sur un palais qu'il place au sommet d'une montagne à la couleur cuivrée. C'est ce lieu appelé Terre Pure qui symbolise la richesse et les enseignements du Guru Rinpoché qui est représenté sur ce tanka. Donc on a identifié le palais. On remarque aussi une composition en 2 registres, avec un registre supérieur qui est céleste et vaporeux, où on voit toutes sortes de personnages, en fait on identifie à la fois des daikini et des ging, qui font différentes offrandes, tant de musique, de parfums, pour justement ce lieu majestueux. Et on identifie aussi donc, un registre inférieur, qui est un des registres terrestres et infernal, où quand on regarde de près, on peut identifier divers jambes démembrées, des têtes décapitées et autres personnages empalés. Pour justement symboliser les démons qui peuplent la terre et que Guru Rinpoché essaye de dompter et de guider vers la voie du Dharma. Pardon, on identifie aussi 4 personnages qui sont des personnages clés. Il y a environ une 40aine d'inscriptions sur la peinture que j'ai pu réussir à traduire grâce à l'aide de tibétologues. Ils m'ont ainsi aidé à identifier les personnages représentés, et ces 4 personnages-là, donc Vimalamitra et Pekor Verokana, ainsi que Ekadjati et Rahula, sont des personnages clés qui sont tantôt des érudits, tantôt des déités protectrices, notamment de l'école de Nyingmapa, et qui permettent du coup de rattacher le tanka à ce courant du bouddhisme, le courant de Nyingmapa. Donc il faut savoir que l'école de Nyingmapa est une des plus anciennes écoles du bouddhisme tibétain, et elle a été fondée par Guru Rinpoché lui-même. L'identification d'un dernier personnage nous a permis, qui est Nanchen Tangla, qui est une divinité protectrice du Tibet central, nous a permis de supposer que l'œuvre étudiée provenait de cette région. Une étude de la plastique, et donc aussi des matériaux utilisés pour réaliser la peinture, nous a permis de certifier cette hypothèse. En effet, la forme du montage textile qui entoure l'œuvre est similaire à ceux traditionnellement trouvés au Tibet central. De plus, une analyse des pigments bleus et verts a permis de certifier la présence d'azurite et de malachite, 2 pigments courants au Tibet central grâce à l'importance d'importants gisements qui se trouvaient là-bas. Donc un étroit contrôle du commerce de ces pigments faisait qu'il était plus rare d'en trouver en dehors de la région du Tibet central. Enfin, afin de préciser l'origine de l'œuvre, notamment sa datation, j'ai contacté donc plusieurs ethnologues spécialisés dans la culture tibétaine qui m'ont aidé dans mes recherches. L'un d'entre eux m'a laissé supposer qu'il pensait que l'œuvre était un faux. Il avait de gros doutes quant à l'authenticité de la peinture, doutes reposant selon lui quant à l'inexactitude de l'iconographie. Il estimait que certains personnages présents n'avaient pas lieu d'être et n'étaient pas non plus de la bonne couleur. Et qu'il n'avait jamais vu une représentation de la terre pure de Guru Rinpoché sous cette forme, avec notamment les 2 arcs-en-ciel que l'on voit qui descendent du palais central. Ce qui lui a laissé supposer que c'était un faux. Donc j'ai réalisé des études complémentaires en demandant l'avis d'autres ethnologues, mais aussi en comparant la peinture étudiée avec d'autres peintures existantes représentant cette terre pure de Guru Rinpoché, et on peut identifier que non, l'iconographie est conforme à certaines peintures que l'on peut trouver. Le fait est que la description de la peinture, l'iconographie de la peinture repose sur des textes précis, des prières notamment, et ces prières, des prières et aussi de récits que certaines personnes ont fait en se rendant dans ce lieu lors de songes méditatifs. Et donc du coup, évidemment, vu la diversité des personnes qui s'y sont rendues, on a une diversité des textes et des représentations qui y sont faites. Et donc du coup, on retrouve diverses représentations de cet endroit, et il n'y a pas une façon unique de représenter cette terre pure. Et cette étude comparative couplée donc, avec l'étude des textes et à l'examen avec l'aide de tibétologues, nous avons pu supposer que l'œuvre proviendrait de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle.
Donc cette étude que nous avons démarrée en tant que néophytes nous a appris énormément de choses, tant sur le contexte culturel que sur l'œuvre en elle-même. Du coup, nous avons pu comprendre toute la dimension spirituelle qui était liée à cet objet, ce qui nous a aussi obligés d'aborder le travail de restauration avec beaucoup de respect et beaucoup d'humilité. Donc maintenant que j'ai pu vous présenter un petit peu le statut de l'objet et l'iconographie qui est représentée, je voulais vous développer les points plus techniques en vous présentant les matériaux constitutifs d'une peinture tibétaine, notamment donc, de l'œuvre étudiée. L'objectif étant pour moi quand j'ai réalisé cette étude des éléments qui constituent l'objet, c'était de réaliser un protocole de restauration le plus adapté possible à l'objet en question. Donc les tankas sont réalisés selon une méthode traditionnelle toujours utilisée de nos jours. Les peintres tendent une toile de coton sur un bâti à l'aide de petites cordelettes. À cette toile, ils appliquent une couche de colle animale des deux côtés, puis une couche de préparation composée de cette même colle et de charge est également posée sur les deux faces. Cette couche permet d'isoler et de protéger la toile de coton, et ensuite, eux, ils poncent cette couche à l'aide d'un galet. Une fois que l'ensemble est parfaitement lisse, ils tracent le dessin qui les guide pour la pose de la couleur. La peinture, quant à elle, est un mélange de pigments broyés et liés dans une colle animale. On retrouve donc différentes sortes de pigments sur cette peinture. Il s'agit principalement de pigments minéraux. Pour la réalisation des bleus, on retrouve, sur la majorité des peintures tibétaines, de l'azurite, qui est un carbonate de cuivre naturel qu'on retrouve dans de nombreux gisements au Tibet. Donc là, je vous ai mis les différentes formes de l'azurite, à savoir donc sa forme de minéraux, donc la forme quand on l'extrait dans des gisements. Ensuite, sa forme sous pigment, donc la forme qu'on obtient lorsqu'elle est réduite en poudre. Là, vous pouvez voir l'azurite appliquée sur le tanka avec un grossissement au microscope, pour que vous ayez une idée un peu de la tête que ça a quand on l'observe de près. Et là, c'est une utilisation plus classique sur des peintures murales de ce pigment azurite, ce qui est quand même très beau. Ensuite, pour les verres, ils ont tendance à utiliser majoritairement de la malachite. Donc la malachite est aussi un carbonate naturel de cuivre qui provient des mêmes mines que de l'azurite parce qu'on les trouve souvent aux mêmes endroits. Donc pareil, je vous ai mis l'azurite sous ses différentes formes. Ces deux pigments, comme ce sont des sulfates de cuivre, ils ont la particularité de ne pas donner la même couleur en fonction de la façon dont ils sont broyés. C'est-à-dire que plus le broyage est grossier, plus la couleur sera profonde, et plus les pigments au contraire seront fins, plus la couleur aura tendance à pâlir. Et donc en fait, on se rend compte que pour la réalisation des peintures tibétaines, les peintres ont tendance à réaliser le moins de mélange possible, et au contraire utiliser ce procédé de broyage de pigments pour obtenir différentes nuances pour une seule et même pierre. Concernant les teintes rouges, sur les tankas, on retrouve souvent du cinabre et du realgar, qui sont aussi donc des minéraux. Les jaunes sont majoritairement réalisés avec de l'or piment. Il s'agit d'un trisulfure d'arsenic, donc c'est relativement toxique à faire, donc il faut faire assez attention quand on les utilise. On retrouve aussi parfois des ocres sur certaines peintures. Et enfin, les teintes les plus orangées sont obtenues à partir de minium de plomb, que vous pouvez voir ici, qui est aussi un pigment minéral. C'est pas toxique? Un petit peu, c'est du plomb. C'est des pigments, donc ce sont là des pigments traditionnels. C'est des pigments qu'ils utilisent majoritairement jusqu'au milieu du 19e siècle, début 19e siècle. À partir de là, on aura tendance aussi à trouver des pigments synthétiques qui ont réussi à parvenir jusqu'à chez eux. Donc, mais ils auront toujours tendance à essayer d'utiliser le plus possible des pigments naturels. La peinture étudiée possédait majoritairement des pigments naturels. Donc, les pigments blancs utilisés sont de même nature que ceux utilisés pour la couche de préparation dont je vous ai parlé juste avant.
Donc il s'agit d'un mélange souvent de craie et d'argile, donc de carbonate de calcium et de kaolin. Donc l'ensemble de ces pigments minéraux s'obtiennent par broyage, qu'ils effectuent souvent de façon manuelle avec des pierres. Et c'est parfois assez difficile de broyer ces pierres comme l'azurite et la malachite, qui sont quand même des pierres semi-précieuses, donc qui ont une certaine dureté. Et donc le coût des matières premières des peintures est parfois assez élevé, non seulement parce qu'il s'agit de pierres précieuses, mais en plus parce que ce sont des pigments qui sont assez difficiles à fabriquer. C'est aussi pour cela que les pigments synthétiques ont eu tendance à se répandre pour les peintures tibétaines, ce qui permet de diminuer le coût de production des peintures. Enfin, sur la peinture étudiée, on retrouve de l'or, ce qui est assez courant sur les peintures tibétaines. Donc l'or est issu d'une fabrication népalaise, dont les Népalais gardent fermement le secret. Mais il s'agirait vraisemblablement de feuilles d'or broyées, qui est ensuite réduite sous forme de poudre. Et cette poudre, il la lie avec cette même colle animale qui s'utilise depuis le début, et c'est là comme ça qu'il l'applique sur la peinture. Donc pour comprendre vraiment les peintures tibétaines et aussi tout le traitement de restauration, il est important de comprendre les différentes strates de la peinture. Donc comme je vous l'ai dit, nous avons une toile. Par-dessus cette toile, donc une couche de colle et une couche de préparation qu'on appelle la couche picturale. Et cette couche picturale, elle est présente dans chaque croisement de fil. Dans chaque croisement de fil, on retrouve ce bloc de matière en fait, qui est absolument partout, sauf que c'est un bloc qui est extrêmement fragile, et qui aussi confère au tanka toute sa fragilité. Puisque ce bloc, comme on le voit, il est juste maintenu par les croisements du fil, mais sinon on peut dire qu'il est flottant. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a rien qui le maintient au milieu. Donc on est face à un objet un peu flottant qui est double face, puisqu'on a de la peinture sur la face et le revers. Enfin, on a de la préparation sur la face et le revers et de la peinture sûrement sur la face. On retrouve souvent des écritures au revers. Et ce sont des matériaux qui sont essentiellement donc naturels, comme nous l'avons vu. Ils sont aussi poreux et ils sont extrêmement sensibles à l'humidité. C'est ce qui confère notamment au tanka leur grande fragilité. Donc, comme je vous l'ai dit, dans chaque croisement de fil, on retrouve ce bloc de matière qui regroupe donc l'ensemble de la stratigraphie. Cette configuration crée de nombreuses zones de faiblesse sur les tankas, et ce sont ces blocs de matière qui ont souvent tendance à sauter en fait lors de diverses mauvaises manipulations et des changements hygrométriques liés à l'humidité. Donc l'œuvre, là vous voyez l'œuvre quand elle m'est arrivée avant restauration. Donc les altérations majeures de la peinture sont un fort encrassement qui perturbe complètement l'harmonie colorée de l'œuvre, une fragilité et une pulvérulence de la matière qui empêchait toute manipulation, ainsi que de nombreuses lacunes de couches picturales. Donc là, la photo que vous voyez là, c'est lorsque l'on observait l'œuvre avec la lumière derrière, en fait, ce qu'on appelle en lumière transmise. Et donc du coup, en observant l'œuvre de cette façon, on se rendait compte de l'importance des manques qu'il y avait sur cette peinture. Et ces manques, c'est ce que je vous expliquais tantôt, ce sont tous ces petits blocs de matière qui ont sauté en fait, et qui sont complètement manquants. Ensuite, lorsqu'on observe l'œuvre en lumière, ce qu'on appelle rasante, donc avec la lumière de côté, on se rend compte à quel point elle est déformée, fragilisée, et que tous ces petits pertes de matière ont en fait mis à nu la toile de coton qui ne l'est pas normalement, et ce qui la fragilise grandement et ce qui accélère un peu la détérioration de l'objet. Donc il était essentiel de couvrir à nouveau cette toile de coton afin de rendre à l'objet, de le protéger à nouveau et de lui rendre toute sa solidité. En plus, au moment où nous avions l'œuvre, le textile avait perdu les bâtons qui permettaient sa tension lorsqu'il était suspendu et son enroulement lorsqu'il était stocké ou transporté. De ce fait, l'œuvre, au lieu d'être roulée, a été pliée,
ce qui a favorisé grandement les pertes de matière. Donc au vu de l'ensemble des altérations, nous avons dégagé plusieurs objectifs de restauration. Donc il a fallu stabiliser les altérations, consolider le support et la peinture et retrouver une lecture harmonieuse de l'image et donc récupérer une certaine lisibilité. Le tout évidemment en préservant l'authenticité de l'objet. Parce que moi j'ai une formation de restauration de peinture occidentale, de peinture à l'huile, peinture de chevalet. Évidemment on ne restaure pas un tanka de la même façon que restaure une peinture à l'huile, puisque ce sont des objets complètement différents, à usage différent et avec des matériaux constitutifs également différents. Donc il m'a fallu absolument m'adapter à cette peinture. Et il était primordial aussi de conserver toute sa fonctionnalité et de conserver les valeurs culturelles et religieuses qu'avait cet objet. Donc l'ensemble des choix de restauration visait à respecter des règles déontologiques du métier, à savoir tendre vers un certain minimalisme, c'est-à-dire ne pas réaliser d'opérations superflues dont l'œuvre n'aurait pas besoin, et aussi respecter l'objet. Malheureusement, à l'époque, je parle de là des années 80-90, quand on a commencé à vouloir restaurer les tankas qui pouvaient arriver en Occident, les restaurateurs n'avaient pas malheureusement cette conscience de la particularité de cet objet et avaient tendance à restaurer les tankas comme on restaurait des peintures. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez déjà fait restaurer des peintures, mais réaliser parfois des rentoilages, c'est-à-dire qu'on collait une toile au revers de l'œuvre. Si j'ai bien fait ma présentation, vous avez pu comprendre à quel point la stratigraphie est très délicate et en fait coller une œuvre au revers des tankas est vraiment un non-sens et perturbe complètement en fait, l'équilibre de cette stratigraphie et aujourd'hui on se retrouve à devoir enlever ces restaurations. En plus c'est d'autant plus inapproprié que pour les Tibétains le revers est aussi important que la face, c'est pour ça que le textile qui est autour ne cache pas le dos, il l'entoure seulement. Et donc du coup, couvrir le revers avec une autre toile est complètement inapproprié. Alors, en réponse à cela, les Américains, dans les années 90, se sont dit on va coller les tankas abîmés sur des plaques de plexiglas. Comme ça, on verra toujours le revers et ça permettra d'avoir toujours accès à ce dos. Sauf que là aussi, c'est aussi inapproprié puisque, comme je l'ai dit, les tankas sont des objets mobiles qui sont faits pour être roulés et évidemment les coller sur des plaques de plexiglas altère grandement leur mobilité et là aussi on se retrouve à devoir enlever ces restaurations inappropriées. Donc du coup masquer le dos était inenvisageable pour moi, donc il fallait tout de même que j'arrive à consolider la peinture sans justement masquer ce dos. Une des grandes règles de la restauration, c'est la réversibilité des interventions. C'est-à-dire que tout ce que l'on apporte à un objet doit pouvoir, à l'avenir, être enlevé, parce qu'on n'est pas à l'abri que ce que l'on a fait vieillisse mal, même si évidemment on fait du mieux, mais pour peu que ça ait été en contact avec beaucoup d'humidité, ou que on se soit confronté à des conditions inappropriées, il peut être nécessaire d'enlever les restaurations effectuées et donc il est important que tous les matériaux qu'on utilise soient complètement réversibles et qu'on puisse enlever nos restaurations si besoin à l'avenir. Une autre des grandes règles déontologiques de la restauration, c'est l'innocuité. Donc évidemment, tout ce que l'on apporte à la peinture ne doit absolument créer aucun dommage et être en accord parfait, si je puis dire, avec la peinture. Ça doit être donc des matériaux complètement compatibles, ce qui demande du coup d'avoir une extrême connaissance des matériaux qui constituent la peinture, mais aussi des matériaux que l'on utilise nous en restauration. Et enfin, il faut que la restauration que l'on effectue soit stable dans le temps, parce que le but c'est quand même pas de l'enlever dans 10 ans, il faut qu'elle nous succède. Il est important que la restauration puisse se conserver dans le temps et être conservée pendant un siècle, voire 2, pour que ce qui est fait ne soit plus à refaire.
Donc je vous présente maintenant le rapport de restauration. La première étape, ça a été de démonter la peinture du textile. Puisque la peinture, comme je vous l'ai dit, est extrêmement sensible à l'eau. Et le textile, pour être nettoyé, demandait en fait un apport d'humidité. Donc j'ai choisi de séparer la partie peinte de la partie textile afin de traiter l'un indépendamment de l'autre et de ne pas risquer en fait d'endommager l'un en essayant de restaurer l'autre. Donc la première intervention, ça a été la restauration de la peinture. Comme je vous l'ai dit, la peinture était extrêmement fragile. À savoir que quand on la manipulait, je me retrouvais avec des pigments sur les doigts. Donc cette fragilité demandait ce qu'on appelle donc un refixage, une consolidation de la peinture. Traditionnellement, les consolidations s'effectuent par apport d'adhésif, de colle, par la face de l'œuvre. On peut appliquer cet adhésif au pinceau. Malheureusement, l'œuvre était tellement fragile que si j'avais appliqué l'adhésif au pinceau, je n'aurais fait que déplacer la matière, ce qui n'était pas du tout le but recherché lors de la restauration. Donc du coup, j'ai voulu apporter l'adhésif par pulvérisation. Il existe différents appareils à notre disposition. Les pulvérisateurs classiques, que vous pouvez trouver vous aussi dans le commerce. Le problème de ces objets, c'est qu'ils ont tendance à faire des gouttes en fait. Et la moindre goutte aurait pu créer une auréole sur l'objet et faire une dispersion de la matière et donc du coup créer des dommages. Ce qui était inenvisageable du coup pour moi. Il a fallu du coup que je me tourne vers ce qu'on appelle un nébuliseur. Donc les nébuliseurs, ça fonctionne par ultrasons. Donc en fait c'est une cellule ultrasonique qui vibre très vite. Et cette vibration transforme l'eau de l'état liquide à l'état gazeux et permet du coup d'avoir des gouttelettes qui sont de l'ordre pas du nanomètre, mais qui sont voilà, extrêmement petites. C'est ce même procédé que vous pouvez trouver parfois quand on va dans certains magasins et qu'on voit des pulvérisateurs d'huile essentielle. C'est quelque chose qui ne mouille pas. Si on met sa main dessus, ça ne mouille pas. Et donc du coup, ça permet de ne pas apporter d'humidité tout en consolidant la peinture. Donc c'est cette technologie-là que j'ai utilisée pour le refixage et c'est ça que vous pouvez voir là en fait. J'ai créé mon appareil avec les cellules ultrasoniques parce que ça existe dans le commerce. Malheureusement, ce sont des appareils qui coûtent aux alentours de 6 000 €, somme dont je ne disposais pas. Et mon école ne disposait pas non plus d'un appareil de la sorte. Donc du coup, j'ai dû fabriquer le mien avec différents éléments que j'ai pu trouver dans le commerce. Et j'ai eu d'excellents résultats, un appareil qui marchait extrêmement bien, qui m'offrait une brume très très fine, avec une certaine pression, ce qui permettait de refixer du coup la peinture en douceur. Et donc du coup j'ai pu ainsi pulvériser un mélange de colle et d'eau. Comme l'appareil amoindrit l'humidification, je pouvais apporter cette eau, elle ne mouillait pas la peinture. Et donc du coup j'ai ainsi pu pulvériser une colle japonaise qui s'appelle la Shikanikawa, qui est une colle animale, sur la face, et c'est ça qui a permis de refixer la peinture. Donc une fois que la peinture était consolidée, j'ai pu la nettoyer. Donc toujours en prenant garde à la sensibilité et à l'humidité de la peinture, j'ai choisi de réaliser un nettoyage mécanique. Pour ça, je me suis inspirée des techniques de nettoyage des arts graphiques, donc des papiers et des livres, qui utilisent régulièrement des gommes en fait, pour nettoyer les papiers. Grâce au refixage, cette opération n'effectue aucun dommage sur l'œuvre. Je contrôlais régulièrement au microscope que les pigments étaient restés intacts. Et donc du coup, on se rend compte que le nettoyage a été assez intéressant, puisqu'on a pu j'ai pu retrouver des couleurs vives, amoindrir du coup toutes ces taches qui perturbaient complètement la lisibilité. Par contre, ça a aussi mis en avant toutes les usures qui étaient cachées en dessous de la crasse et qui étaient elles aussi extrêmement nombreuses, ce qui m'a fait me rendre compte qu'il me restait encore beaucoup de travail à effectuer. Mais avant de passer donc, à la partie esthétique, il fallait encore que je consolide le support en protégeant la toile qui était anormalement mise à nu par la perte des manques de matière. Et donc, du coup, pour consolider le support, je vous l'ai dit, je ne voulais pas
appliquer de toile au revers, donc faire un doublage ou un rentoilage. Du coup, j'ai choisi d'utiliser en fait les mêmes matériaux qui composaient la peinture, qui composaient cette couche de préparation que je vous ai expliqué tout à l'heure, qui est un mélange de colle et de craie et d'argile, et que j'ai appliqué sur la peinture dans les zones de manque, en fait. Donc j'ai fait venir en lumière les zones de manque en mettant l'œuvre sur une table lumineuse, ce qui m'a permis de voir où est-ce que je devais intervenir. Et j'ai appliqué ce mélange que j'ai fabriqué sur chaque zone de manque au pinceau, point par point, sans dépasser, en prenant garde évidemment à ne pas créer de surépaisseur. Et donc du coup j'appliquais ça au pinceau, puis j'ai rasé le tout au scalpel. Là vous pouvez voir le résultat de cette opération, qui a permis donc, de vraiment consolider le support sans pour autant le rigidifier. Donc le tanka est toujours manipulable, on peut toujours le rouler, c'est vraiment possible. Et ça a permis donc de retrouver un support vraiment solide et gainé. J'ai ensuite du coup pu attaquer la partie esthétique, si je puis dire. Donc ce qu'on appelle la réintégration colorée. Et donc du coup, essayer de travailler à rétablir la lisibilité de l'image, histoire que le tanka puisse à nouveau être ce texte mis en image, puisqu'un tanka c'est ça, c'est un texte sacré qui a été mis en image. Donc du coup, toujours en respectant la sensibilité de la peinture, j'ai fait en sorte d'utiliser un matériau qui puisse être enlevé par gommage, pour que si jamais dans cette notion de réversibilité que je vous ai exposée plus tôt, un futur restaurateur souhaite enlever mon intervention, que ça puisse se faire sans endommager la peinture. Et je me suis occupée du coup de retoucher toutes les zones qui étaient très gênantes pour l'œil, en commençant par les grandes zones, les grandes lignes verticales qui étaient en fait les anciens plis de la peinture et qui perturbaient complètement le dynamisme en fait et la composition, puisqu'on a quand même une composition qui est assez circulaire, et ces grandes lignes créaient des verticalités qui n'avaient pas lieu d'être et perturbaient complètement notre appréciation de l'objet. Et ensuite j'ai aussi pris soin de retoucher toutes les usures qui perturbaient aussi le regard, afin que, mais tout en les laissant visibles. C'était très important pour moi de ne pas complètement trop retoucher cette peinture, et qu'elle soit, qu'on puisse voir quand même, c'est une peinture qui a vécu, c'est une peinture qui date de la fin du XVIIIe siècle, début XIXe. Avec des pigments naturels? Évidemment, avec des pigments naturels. J'ai utilisé des pigments naturels pour la retouche, donc que j'ai broyé moi aussi, que j'ai utilisé, que j'ai lié avec une colle, donc dans le jargon on appelle ça de la cluselgée, ça vous parlera pas beaucoup, mais voilà, qui a cet avantage d'être réversible par gommage. Et c'était important pour moi de ne pas trop retoucher, que l'objet ne paraisse pas neuf, c'était pas du tout mon objectif, qu'on puisse quand même apercevoir son histoire. Et donc du coup j'ai fait en sorte de laisser des zones d'usure. Je n'ai vraiment repris que ce qui gênait vraiment l'œil et ce qui attirait le regard du spectateur. Concernant la restauration du textile, donc ça c'est pareil, le textile avant restauration. Comme vous pouvez le voir, il est sale, et en fait il est aussi très plié, déchiré, il y a beaucoup de manques. Du coup la première étape ça a été de nettoyer le textile. Pour ça j'ai utilisé différents matériaux. Pour le nettoyage, j'ai adapté mes techniques en fonction des tissus, parce qu'on a de la soie noire, de la soie colorée, on a aussi un coton au revers. Donc en fonction de chacun de ces tissus, j'ai adapté ma technique de nettoyage pour pas que un apport trop important d'humidité fasse fuser les teintures, ou que au contraire que je puisse quand même nettoyer les tissus. Ensuite, je me suis occupée de la consolidation des tissus, donc par couture. Donc tous les endroits où il y avait des manques, j'ai placé un tissu en dessous, et j'ai cousu ces deux tissus ensemble de façon à ce que ça le consolide et qu'on ne soit plus aussi perturbé par ces manques.
J'ai aussi ainsi créé des ourlets permettant d'accueillir à nouveau donc les baguettes supérieures et inférieures pour permettre à nouveau la suspension de la peinture. Donc là, vous avez un aperçu de la peinture avant et après restauration. Donc c'est difficile d'être très objectif par rapport à ce travail. C'est un travail que j'ai évidemment énormément apprécié, qui m'a beaucoup apporté, bien au-delà que ce que j'aurais pu imaginer. C'était vraiment une aventure très surprenante, qui aussi a été, je ne le cache pas, parfois difficile, qui m'a amenée à me poser de nombreuses questions et à remettre souvent en considération ce que j'avais pu apprendre à l'école et m'adapter à cette peinture. Et je suis très heureuse du coup de vous présenter cette restauration d'aujourd'hui. Donc je tenais aussi à vous présenter différents projets de restauration auxquels j'ai pu prendre part dans l'Himalaya. Donc je suis partie 2 mois au Spiti et au Ladakh, un mois dans chaque région, pour participer à 2 projets de restauration différents, de restauration de peinture murale dans des temples bouddhistes, donc dans l'Himalaya. Mon premier stage s'est donc effectué au Spiti, où nous devions restaurer des peintures murales datant du XVIIIe siècle, qui avaient été notamment grandement altérées lors d'un incendie. Un incendie qui a eu lieu lors d'un conflit religieux avec les Sikhs, qui ont essayé de mettre à feu le temple. Il faut savoir que là vous avez un aperçu de l'état des peintures avant notre intervention, enfin pendant notre intervention. Donc les murs étaient entièrement recouverts de suie, très abîmés. Il y avait aussi différentes couches de vernis qui perturbaient complètement la vue. Là vous avez des tests de nettoyage, un aperçu de l'équipe qui a travaillé dessus. Ça a été un énorme travail de nettoyer ces peintures. Évidemment, c'est un chantier que nous n'avons pas pu finir en un mois. C'est un chantier qui a lieu depuis 2013. Et chaque année, une équipe de restaurateurs vient et restaure un petit peu plus ces peintures qui sont grandement altérées. Donc nous, on a réussi à quasiment finir le nettoyage d'un mur complet. On est très contents de cela. Ça a été aussi une opération très très délicate puisque les peintures sont très sensibles à l'eau, comme pour les tankas, sauf que la suie, elle, est soluble à l'eau. Donc il nous fallait trouver une espèce d'alternative pour permettre la solubilisation de la suie sans pour autant endommager la peinture. Donc ça a été un très beau chantier. On est parti on était une équipe de 3 restaurateurs de peinture murale, et on a réussi à restaurer en fait tout ce mur-là, à enlever le vernis et enlever la crasse qui masquait complètement. Et alors, comment vous avez enlevé la suie? Alors pareil, là je rentrerai dans un jargon très, très compliqué, en utilisant des noms de matériaux qui vous paraîtront, voilà, rien du tout. Mais globalement, on a réussi à atténuer, si on veut, ce que les peintures ne supportaient pas en fait, c'était pas tant l'eau, c'était l'eau plus une action mécanique. Ah d'accord. Donc elles avaient évidemment trop d'eau, les peintures ne le supportaient pas, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde sur ces peintures parce qu'il y a eu des coulures d'eau provenant des toits qui ont endommagé les peintures définitivement. On pouvait mouiller un peu on pouvait mouiller un petit peu et donc du coup on utilisait, on n'utilisait pas de l'eau liquide, on utilisait de l'eau sous forme de gel. De cette façon, on transformait l'eau en gel. De cette façon, ça permettait d'appliquer le mélange sur la peinture, de le laisser poser, comme ça nous on n'intervenait pas de façon mécanique, et on retirait juste le gel. C'était là la seule action mécanique qu'il y avait, mais l'eau, si on veut, enfin le peu d'eau qu'on avait mis, avait fait un peu tout le travail avant nous. Bon, évidemment, là je vous parle, ça paraît simple. Il faut se dire qu'on avançait environ de ça par jour, hein. C'était très délicat, mais c'était très intéressant de restaurer ces peintures. En plus, j'ai eu la chance du coup de vivre en fait dans le monastère, le temple que nous avons restauré, donc le Tsuklakang, qui est dans le monastère de Kungri, qui se trouve à 3600 mètres d'altitude. Et le temple est placé au plein cœur du monastère, et donc du coup j'ai eu la chance de vivre avec les moines pendant un mois, d'assister à toutes les cérémonies, ce qui m'a après grandement aidé pour
comprendre pleinement l'objet que j'avais à restaurer. Ça c'était avant Ça, c'était après. C'était pendant en fait. Ah bon? C'était pendant. Donc la restauration s'est effectuée sur 2 ans. La première année était essentiellement consacrée à la recherche. Et la deuxième année à la restauration en elle-même. Mais d'abord, comme je vous l'ai dit, il fallait que je comprenne les matériaux et que je comprenne l'objet. Et c'est suite à cette première année que je suis partie là-bas pendant l'été. Donc le deuxième chantier que j'ai intégré, c'était donc au Ladac. Alors pour les chantiers, là, après il a fallu repeindre ou alors c'était juste Alors, le nettoyage? pour l'instant, c'était que le nettoyage, la retouche viendra dans un... Après il y aura... c'est l'objectif. Suivant les besoins. Oui. Le deuxième chantier, donc, était au Ladac, pour restaurer des peintures qui dataient du XIVe siècle, qui avaient été, pareil, grandement endommagées par des coulures d'eau provenant du toit, mais aussi une infiltration d'eau à travers les murs, parce que là aussi, ce sont des matériaux qui sont exclusivement donc, naturels, c'est de la terre crue qu'ils utilisent pour bâtir les murs, et ensuite c'est les mêmes matériaux que pour les tankas pour faire les peintures, et donc ce sont que des matériaux qui sont sensibles à l'eau. Ce qui ne posait pas de problème au XIVe siècle, mais sauf qu'aujourd'hui, avec les dérèglements climatiques, ils sont sujets à un peu plus d'humidité qu'il n'y en avait au XIVe siècle, et ce qui dommage en fait les peintures qui sont là-bas. Il faudrait consolider les murs. Alors. Et donc du coup c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Nous avons dû donc consolider les peintures et les murs en réinjectant donc divers enduits et divers voilà, pareil des adhésifs. Je pourrais vous expliquer plus, mais ça rentrerait encore dans des choses très techniques. Et on se rend compte voilà de l'importance des manques. Toutes ces peintures qui étaient tombées à cause de ces infiltrations d'eau. Et nous, nous sommes occupés de les consolider, mettre en place un système de presse artisanal pour que ce que l'on faisait reste en place et ne bouge plus. Évidemment, une fois que les adhésifs étaient secs, on pouvait les enlever et apprécier à nouveau les peintures normalement. Donc là aussi, ça a été un très beau chantier. Nous avons fini toute la partie de consolidation. Donc ça y est, les peintures sont sauvées, si on veut. Maintenant, ce qu'il faudrait, c'est intervenir sur le plan esthétique et donc réaliser les retouches pour les endroits où on peut retoucher. Comme là, par exemple, il y a trop de manques. On ne sait pas ce qu'il y avait sur ces peintures à l'époque. On ne peut pas retoucher parce qu'on rentrerait dans de la surinterprétation. Et donc, du coup, ça, on ne peut pas se le permettre. Donc, on s'occupe de réaliser ce qu'on appelle un ton neutre, qui fait que ça ne choque plus le spectateur, mais qu'en même temps, on voit quand même que c'est abîmé. Donc voilà, là vous avez une photo durant la retouche. Donc ce travail, l'ensemble de ce travail, que ce soit la restauration mais aussi les stages, donc fut extrêmement intéressant. Bonjour. Ce fut extrêmement intéressant et surtout ça m'a permis d'entrer en contact avec un milieu de passionnés. J'ai ainsi pu travailler avec des spécialistes de la culture himalayenne, des tibétologues, des spécialistes de la restauration de tanka aussi, et aussi me rendre sur place et découvrir l'importance de ces peintures et de cette culture pour les Tibétains. Parce que pareil, le monde entier aussi. Pardon ? Pour le monde entier aussi. Pour le monde entier, évidemment. Évidemment. Donc, voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci. Et